Toulouse, le 15 octobre 2001. Ton père et moi en avions longuement discuté. Nous avions attendu tellement longtemps pour t'avoir que nous nous en fichions de connaître ton sexe. Tout ce que nous voulions était que tu sois en parfaite santé. Nous avions dû résister à la pression de nos parents qui voulaient à tout prix savoir si tu serais un garçon ou une fille. Madeleine m'avait dit qu'à son époque, elle n'avait pas eu cette chance et elle ne comprenait pas pourquoi nous ne voulions pas savoir. Gabrielle nous avait encouragés, elle. Elle trouvait l'idée géniale et voyait ça comme ouvrir un œuf surprise en chocolat. On sait toujours qu'il y a un cadeau à l'intérieur et on est tout excité à cette seule idée. Nous avions tenu bon et nous l'avions expliqué au médecin qui avait respecté notre choix. Je suis heureuse d'avoir suivi mon instinct, car tu es un garçon qui assume parfaitement le fait d'aimer la couleur rose, ma couleur préférée également. Je souhaite que les mentalités continuent d'évoluer en ce sens. Le cloisonnement mental qui consiste à vouloir diriger les garçons dans un sens et les filles de l'autre me laisse perplexe. Dieu merci, ton caractère te permet de résister aux éventuelles moqueries que tu pourrais affronter. Je réalise maintenant que 3 ans plus tard, je me rendais au tribunal pour divorcer d'avec ton père. Cela avait été une épreuve particulièrement douloureuse pour moi, car je ne l'avais pas revu depuis la veille de son départ de l'appartement le matin du 3 janvier 2003. Je n'avais pas l'intention de te parler de ce que je vais te révéler maintenant. Je pensais bien faire en ne te disant rien. Mais je réalise que les secrets peuvent avoir de lourdes répercussions par la suite. Je l'évoque également dans le cahier de ta sœur. Je veux que tu te rappelles que ton père et moi, nous nous sommes pardonnés nos actions passées. Je souhaite que tu ne lui en veuilles pas, car Dieu seul sait ce qui peut se cacher derrière cette histoire. Le jour où j'ai quitté ton père, je lui avais laissé une lettre dans laquelle je le suppliais de me pardonner. Par-dessus tout, j'implorais sa clémence pour toi. J'étais coupable de m'en aller comme une voleuse avec toi pendant son absence. Mais toi, tu n'avais rien fait, rien demandé à personne. Je demandais à ton père de bien vouloir continuer à assurer son rôle auprès de toi. Comme tu le sais, il n'a rien voulu entendre et t'a exclu de sa vie. Il aurait pu se servir de mon départ pour demander un divorce pour tort et réclamer ta garde. Il était tellement pressé d'en finir avec moi qu'il avait accepté un divorce par consentement mutuel. Cette procédure était plus rapide, mais nécessitait que nous tombions d'accord pour le montant de ta pension alimentaire et surtout pour le partage de ta garde. Nous avons menti au juge. Nous avions dit que ton père te récupérerait un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. En réalité, l'avocat de ton père m'avait stipulé qu'Yves ne voulait plus te voir et que si je refusais de mentir devant le juge, il changerait son fusil d'épaule et demanderait ta garde. Étant donné la façon dont j'étais partie, je ne doutais pas qu'il puisse parvenir à ses fins. J'ai donc accepté son marché. Je te demande pardon, mon chéri. Je n'ai jamais voulu te priver de l'amour de ton père. Mais face à sa proposition, je devais prendre une décision. J'ai choisi de te garder avec moi. J'espère que tu n'en m'en voudras pas, mon chéri. Je suis vraiment désolée. Toulouse, le 23 mars 2020. En écrivant le cahier de Tony, je me suis rendu compte que j'avais reproduit le même schéma que mamie Mathilde. Peu m'importait d'avoir un garçon ou une fille, je voulais juste avoir un enfant. La date du 15 octobre revient à 2 reprises concernant l'échographie du 5e mois pour Tony et mon divorce avec Yves. Je réalise la place qu'occupe Gabrielle dans ma vie. Je l'avais informée tout de suite après les résultats de ma prise de sang, car j'avais le sentiment qu'elle seule aurait su me remonter le moral si jamais je perdais le bébé. Or, les 2 fausses couches, elle n'en avait rien su à l'époque. J'étais en couple avec Pierre, et il avait parfaitement su me soutenir et m'épauler. C'est comme si je n'avais pas cette confiance envers Yves.
Je trouve cela étrange, tout de même, de n'avoir rien dit à Gabriel concernant ces 2 grossesses uniquement. Toulouse, le 23 mars 2020. Caroline se promène dans son jardin, l'appareil photo de son mari accroché à son cou. Elle n'arrive pas à trouver un sujet valable à shooter. D'ici quelque temps, elle aura des fleurs, mais maintenant, elle n'a rien à se mettre sous la dent. Un papillon jaune passe à ses côtés. Enfin une source d'inspiration. Le temps d'allumer l'appareil, il n'était plus là. Toulouse, le 14 février 2002. J'avais dû appeler ton père sur son téléphone portable pour lui dire que j'avais des contractions et que je me sentais inquiète. Le cadre du service avait été sympa et lui avait permis de rentrer à la maison. Depuis quelques semaines déjà, j'avais préparé une valise dans le cas où il y aurait une urgence. Ton père avait simplement eu à embarquer nos affaires pour prendre la direction de l'hôpital. J'étais terriblement angoissée. Tu arrivais trop tôt. Le gynécologue avait calculé ta naissance pour le 7 mars. Tu voulais arriver avec 3 semaines d'avance. Je ne me sentais vraiment pas rassurée. Dans l'ensemble, la grossesse s'était vraiment bien déroulée. J'avais à peine pris 9 kilos et tous mes examens revenaient toujours normaux. Lors de la dernière échographie faite en décembre, le médecin n'avait rien trouvé d'anormal. Ton développement était tout à fait dans les normes. Il nous avait demandé si nous avions changé d'avis au sujet du sexe. Ton père était de plus en plus tenté de savoir, mais il s'était plié à mon désir. J'avais beau savoir que tes organes étaient déjà viables, te savoir à l'abri dans mon ventre me réconfortait. Toi, tu n'en avais rien à faire de mon souhait. Lorsque nous nous sommes séparés dans le couloir, j'avais demandé à ton père d'avertir Gabriel. Yves ne souhaitait pas assister à l'accouchement, et elle m'avait proposé de m'assister si elle pouvait se libérer. Je savais qu'elle était de repos ce jour-là, donc cela tombait quand même bien. Toi, tu étais pressé de nous rejoindre, et quand Gabriel était enfin arrivée, elle nous avait trouvés tous les 3 réunis. À 11h48, tu avais poussé ton premier cri. Tu ne peux pas imaginer à quel point ton cri m'avait fait du bien. J'y étais enfin arrivée. J'étais maman. Tout de suite, j'avais demandé si tout allait bien. La sage-femme t'avait posé dans mes bras afin que je voie ta jolie bouille encore tachée de sang. Elle m'avait alors demandé le prénom que nous avions choisi de te donner. Pour tout te dire, nous avions tiré au sort celui qui aurait la primeur du choix. Si c'était un garçon, c'était le choix de ton père en premier lieu, et si c'était une fille, ce serait moi. J'avais choisi Clara, qui est le 2e prénom de ta sœur. Et le 2e prénom choisi par ton père était Madeleine, en honneur à sa mère. Étant donné que tu étais un petit garçon, j'avais alors honoré notre accord en te prénommant Tony Eric Dufour. Ton père était à cette période très fier que Tony Parker soit en NBA. Et Eric te vient donc de moi. Je ne saurais trop te dire d'où me vient ce choix. J'aime ce prénom, tout simplement. Toulouse, le 23 mars 2020. J'ai été prise d'un doute et je viens de vérifier l'album de Tony. La 3e échographie a été faite le vendredi 28 décembre 2001. Je me demande ce qui se cache derrière cette date. Si je pars du principe qu'il n'y a pas de hasard, je dois alors me dire que l'enregistrement du prénom de Tony à l'état civil n'est donc pas une erreur. Que veut dire ce H qui a été glissé à son prénom? Toulouse, avril 2002. Cette fois, je ne me rappelle pas de la date, mais je pense que cela se passe dans la 2e quinzaine du mois d'avril. Tu venais d'avoir 2 mois, et cela n'allait déjà pas avec ton père. Nous passions notre temps à nous disputer. Nous nous étions pourtant préparés en lisant des livres sur la venue d'un bébé au sein du couple. Mais la réalité nous avait rattrapés. Et franchement, ce n'était pas du tout facile.
Ton père avait obtenu sa mutation dans le service d'orthopédie en début d'année. Il se sentait plus valorisé à ce poste. Il évitait la routine qui lui avait tant pesé en réanimation. En contrepartie, il était plus fatigué aussi. Chaque situation a ses avantages et ses inconvénients. Nous nous disputions souvent, car j'avais le sentiment d'être seule à devoir tout gérer. J'en avais finalement parlé à Gabriel qui avait proposé une cellule de crise avec Papou. Nous avions pris le temps de discuter posément en leur présence. Ils avaient tenu leur rôle de témoins de mariage et de frères et, entre guillemets, sœurs, en essayant de nous trouver des solutions pour surmonter cette crise. Ils avaient proposé de te garder durant 1 semaine pour nous permettre de souffler et nous retrouver en amoureux. Je n'étais pas emballée à l'idée de t'abandonner autant de temps. En même temps, je me sentais épuisée et je n'allais pas tarder à reprendre mon poste aux urgences. Après notre retour de Grèce, je m'étais dit que je devrais demander une mutation. Les urgences commençaient déjà à m'épuiser, mais je n'avais finalement effectué aucune démarche. J'appréhendais le retour au boulot dans ce contexte de crise avec ton père. J'avais pesé le pour et le contre. Il me fallait peut-être accepter de te laisser quelques jours si cela pouvait me permettre de sauver mon couple. Martinique, le 23 mars 2020. Salut ma belle, comment vas-tu? Coucou Gabriel. Pour être honnête, je me sens vraiment bien. Toute la fatigue s'est envolée. Je me retiens de dire que je pète la forme. Pourquoi te retenir? C'est une superbe nouvelle. Je ne veux pas trop m'emballer tout de même. Et puis, dans ce contexte, je trouve presque indécent d'afficher son bonheur. C'est ton point de vue. D'un autre côté, rayonner ton bonheur aux autres pourrait peut-être les contaminer, comme le sourire. C'est vrai aussi. Et toi, tout se passe bien de ton côté? Tout va pour le mieux, grâce à Dieu. Je te remercie. Je suis curieuse. En dehors d'avoir de tes nouvelles, je veux savoir si ma discussion avec ta mère porte des fruits. Elle m'a fait quelques révélations que j'ai notées dans mon cahier. J'ai aussi relevé quelques dates qui se répètent. Penses-tu avoir le temps de regarder si je t'envoie des photos de mes notes? Je ne promets pas de le faire immédiatement, mais oui, bien sûr. Même si je les regarde ce soir, je t'enverrai un message que tu trouveras à ton réveil. Merci, Gabriel. Tu n'imagines pas à quel point ton aide m'est précieuse. Je te répète que je suis ravie de t'aider. Ta mère a-t-elle évoqué l'arrivée en Martinique de tes aïeux? Non. De quoi parles-tu? Une fois, j'avais demandé à mamie Mathilde comment j'aurais pu avoir d'aussi beaux cheveux que les siens. Elle m'avait répondu qu'il me faudrait peut-être avoir 2 parents originaires de l'Inde pour cela. Ah bon? Tu ne t'en rappelles pas? Absolument pas. C'est étrange. J'étais persuadée que tu étais avec moi. À moins que j'ai rêvé. Ou c'est moi qui ai oublié, ça peut arriver. En écrivant les cahiers des enfants, je réalise que je suis sûre de moi pour certaines dates et d'autres non. Je suis incapable de me rappeler la date exacte à laquelle j'ai rencontré Yves, par exemple. Ça ne date pas d'hier non plus. Ça fait déjà 24 ans. Tu réalises? Les années filent. Tu te rends compte? Si j'avais fait un bébé de suite, il pourrait lui-même être en train de fonder sa famille maintenant. J'aurais pu me retrouver enceinte en même temps que ma fille ou ma belle-fille. La belle affaire que voilà. L'âge ne change rien tant qu'il y a de l'amour. C'est vrai. Je t'embrasse, ma chérie. Je regarde tes notes aujourd'hui sans faute. Ok, je te les envoie de suite. Merci, ma belle. À plus tard. Ou à demain si Dieu veut. Bisous. Caroline lance sa recherche sur l'arrivée des premiers Indiens en Martinique. Elle n'a aucun souvenir de ce dont lui a parlé Gabriel. Mais aujourd'hui, elle est attentive à tout. Elle est de plus en plus convaincue qu'il n'y a pas de hasard. Toulouse, le 23 mars 2020.
Ma conversation téléphonique avec Gabrielle m'a lancée sur une nouvelle piste. Elle se rappelait d'une discussion avec mamie Mathilde lui disant que ses parents venaient d'Inde. Je suis tentée d'y croire, sans autre preuve, car j'ai trouvé la date à laquelle le premier bateau a accosté en Martinique. C'était le 6 mai 1853 à Saint-Pierre. J'avais choisi la date du 6 mai pour mon mariage avec Pierre car je la trouvais sympa. Selon les différents liens que j'ai consultés, plus de 25 000 Indiens ont quitté leur pays pour venir travailler sur les exploitations martiniquaises après l'abolition de l'esclavage en 1848. On leur aurait fait miroiter de belles promesses de vie meilleure, alors qu'ils avaient trouvé de rudes conditions de vie à leur arrivée sur l'île aux fleurs. Caroline referme son cahier et éclate en sanglots. Ses ancêtres avaient probablement quitté la misère pour finalement se retrouver coincés sous une autre forme de malheur. Elle avait lu qu'ils avaient des contrats de 5 ans et pouvaient ensuite repartir en Inde. Elle cesse de pleurer en se disant que s'ils étaient restés, c'est qu'ils avaient peut-être trouvé leur compte finalement. Elle prend une profonde inspiration. Elle n'arrivera certainement jamais à reconstituer cette partie de son puzzle. Selon l'année de départ, il ne provenait pas de la même localité. Était-il originaire de l'Inde méridionale ou du Nord-Ouest? Elle ne le saura peut-être jamais. Coucou là-dedans. Comment vas-tu, mon ange? Je te demande pardon, mon trésor. Je sais que je ne devrais pas pleurer, mais tout ce que j'ai lu m'a un peu bouleversée. Une case de 9 mètres carrés pour plusieurs personnes. Tu te rends compte? Non, je suis bête. Si jamais tu y arrivais, tu pourrais me rétorquer que tu es encore plus à l'étroit dans mon ventre. Seigneur, allons faire un dodo. Notre esprit pourra se reposer pendant ce temps. On choisit quoi comme musique cette fois? Un peu de zouk? Il me faudra nous préparer une sélection de musique indienne pour la prochaine sieste. Ce serait bien de rendre un peu hommage à nos racines. Toulouse, 16 mai 2002. Pour l'anniversaire de ton père, j'avais demandé à Papou s'il acceptait de s'occuper de toi pour la nuit. Je voulais lui faire un dîner aux chandelles et tenter de maintenir le semblant d'harmonie que notre séjour en Andorre nous avait offert. Nous avions trouvé une nouvelle offre pour Majorque, mais nous nous étions rappelés que nous y étions allés à une période similaire. Nous n'avions pas envie de retenter l'expérience et nous retrouver de nouveau enfermés dans un hôtel à cause de la pluie. Nous avions finalement opté pour un déplacement plus proche pour lequel nous pourrions partir en voiture. Nos vacances improvisées s'étaient globalement bien déroulées. Ton père était effectivement très fatigué, car il s'endormait très tôt sans même regarder la télévision. Cela n'était pas pour me déplaire, car je n'avais pas spécialement envie de moments intimes avec lui. Ma libido n'était pas encore au beau fixe, et notre besoin de repos à tous les deux limitait les câlins. À défaut de s'être retrouvés sur le plan sexuel, au moins nous ne nous disputions plus. Tes grands-parents, Papou et Gabriel, nous assuraient chaque jour que tu allais bien. Tu terminais tes biberons, tu dormais plutôt bien. Rien ne leur laissait penser que tu étais triste de ne pas avoir tes parents à tes côtés. Leurs propos apaisaient un peu mon sentiment de culpabilité de t'avoir laissé, aussi petit pour des étrangers. Je m'entends en utilisant ce mot. C'était ta famille, mais il n'était pas moi, ta mère. Papou était passé te récupérer dès le midi. Je réalise que j'avais vraiment de la chance, car il ne travaillait pas cet après-midi-là. J'avais eu tout le temps nécessaire pour cuisiner cette fois. J'avais décidé de concocter à ton père un menu antillais. Des acras de morue en entrée, un colombo de poulet avec du riz blanc et un gâteau à l'ananas pour le dessert. J'avais utilisé les bougies rouges que j'avais achetées pour notre dîner d'anniversaire de mariage. Dîner qui n'avait finalement pas eu lieu du fait de ton arrivée impromptue. Quand ton père était arrivé, il avait eu l'air content de ma mise en scène. Néanmoins, il m'avait répondu qu'il était épuisé et qu'il n'arriverait pas à tout manger. J'avais été un peu déçue de m'être donné autant de mal,
mais j'étais maintenant consciente de la fatigue qu'il éprouvait réellement. Il m'avait raconté comment se passaient ses journées dans le service, et je pouvais mieux le comprendre. Durant nos vacances, il m'avait parlé de son désir de s'inscrire dans une salle de sport pour évacuer un peu son stress. Je n'avais pas voulu être chiante et j'avais accepté qu'il s'accorde du temps pour souffler. Aujourd'hui, je me demande s'il sortait vraiment du sport ce soir-là. Enfin, tout ça c'est le passé. Il fallait peut-être que cela se passe ainsi et qu'on n'arrive tellement plus à se supporter que l'un de nous trouve le courage de mettre fin à cette union. L'enjeu était réel pour ton père et moi. Louis et Madeleine sont encore mariés et semblent heureux après toutes ces années. Victoire et Honoré sont également mariés, même si j'ai des doutes sur leur bonheur à eux. Contrairement à Gabriel, dont les parents s'étaient séparés, Yves et moi ne savions pas ce qu'était le divorce. Si je n'étais pas tombée amoureuse de Papou, je serais peut-être encore mariée à ton père. Malheureuse, mais mariée. Ou alors nous serions déjà morts tous les deux. Toulouse, le 23 mars 2020. Ta journée s'est bien passée, mon cœur? Globalement, oui. Je suis passée voir Laurent pour récupérer ton arrêt maladie. Que se passe-t-il? Il a accepté de le renouveler pour 10 jours supplémentaires, mais il a dit qu'il ne pourrait plus le faire, à moins que tu sois vraiment malade. Ah! Gabriel t'avait fait remarquer qu'il était vraiment pointilleux, mais c'est effectivement le cas. Peut-on le lui reprocher? C'est grâce à ça que nous avons su aussitôt que j'étais enceinte. S'il n'avait pas prescrit le bilan et délivré l'arrêt initial, je serais au travail à l'heure qu'il est. Tu serais au front, tu veux dire. Je n'aime pas du tout l'idée que tu reprennes le travail dans ces conditions. Moi non plus, mais que veux-tu y faire? Au moins ces quelques jours m'ont permis de me requinquer. Je me sens nettement plus en forme qu'avant. Je sais, mon amour. Je le vois clairement. Mais retourner à l'hôpital avec cette crise va forcément générer du stress. Ce n'est bon ni pour toi, ni pour le bébé. Tu penses qu'on devrait essayer de changer de médecin? Je ne sais pas. Si Laurent, qui te connaît depuis tant d'années et qui a avoué des sentiments pour toi, refuse de te couvrir, qui acceptera de le faire? Voilà ce qui me tracasse en effet. Souris-moi, mon ange. On va trouver une solution. J'espère bien. J'ai une promesse à tenir, moi. Pierre se rapproche lentement du ventre de son épouse. Coucou là-dedans. Ici papa. Comment vas-tu, mon ange? J'espère que tout se passe bien pour toi. Pour nous ici, ça pourrait aller mieux. Ta maman et toi avez encore un répit de 10 jours, mais je te réitère ma promesse de prendre soin de vous deux. Nous allons trouver une solution pour vous maintenir à l'abri, à la maison. Chérie, ne fais pas une promesse que tu n'es pas sûre d'honorer. À l'époque, nous pensions que ce serait facile. Or là, maintenant, nous savons que les choses se compliquent. Tu me l'as dit à l'instant. On va trouver une solution. Viens me faire un câlin, mon chéri. Salut maman. Bonjour ma chérie, comment allez-vous? Tout va pour le mieux par ici. Et pour vous? Nous allons bien aussi. Je m'apprêtais à rejoindre ton père pour la sieste. Je ne vais pas te retenir longtemps. Que pense papa des vidéos? Quelle vidéo? Celle que Gabriel t'a envoyée, maman. Ton père? Mais je ne le lui ai pas montré. Ce genre de choses n'intéresse pas ton père, voyons. Comment peux-tu en être sûr si tu ne les lui montres pas? Parce que je le connais, c'est aussi simple que ça. Les gens peuvent changer, maman. Tu n'étais pas emballée à l'idée de discuter avec moi au départ. Tu m'as dit que tu espérais me protéger en me cachant la vérité. Je l'ai compris, car je crois sincèrement que cela partait de bons sentiments. Mais j'ai moi-même pris le parti d'avouer aux enfants des choses que je n'aurais jamais pensé leur révéler un jour. Tout cela parce qu'aujourd'hui, je le fais en sachant que c'est pour leur bien.
Si finalement leur dire la vérité peut leur éviter toutes les souffrances que j'ai endurées, je leur dirai 20 fois, 1000 fois s'il le faut. Victoire pousse un profond soupir. Je ne te promets rien. J'essaierai de lui en parler à notre réveil et je te tiendrai au courant. Je te remercie, maman. Qui ne tente rien? Nous verrons ça. Tu crois vraiment au Père Noël, toi? Non, mais je crois au miracle. Je crois que par amour, on peut faire des miracles. Bonne sieste, maman. Je t'aime. Moi aussi, ma chérie. À plus tard. Caroline peine à s'endormir. Le stress recommence à pointer son curseur dans le rouge. L'attitude de ses enfants y est pour beaucoup. Ils avaient exprimé leur angoisse à l'idée qu'elle reprenne le travail dans 10 jours. Isabelle s'était mise à pleurer en disant qu'elle ne voulait pas qu'elle meure. Ils avaient tenté de la rassurer et elle avait fini par se calmer. Caroline veut vraiment croire qu'ils vont trouver une solution, mais le temps est compté dorénavant. Elle caresse doucement son ventre. Elle sait que 2 vies sont en jeu en ce moment. Il ne s'agit même plus d'elle uniquement. Toulouse, le 24 mars 2020. Caroline s'est réveillée avant Pierre. Elle n'a pas très bien dormi cette nuit. Elle a fait des cauchemars dont elle ne se rappelle heureusement pas les détails. Mais il lui semble qu'elle courait dans les couloirs de l'hôpital, cherchant à fuir quelqu'un ou quelque chose. Le compte à rebours est lancé maintenant. Il lui faut trouver une issue de secours. Elle saisit son portable pour regarder l'heure. 6h06. Elle repère aussitôt la notification de message en haut de son écran. Gabriel lui a probablement répondu. Elle ouvre aussitôt son application. Salut ma belle, je suis bluffée par tes notes. Je te félicite. Je trouve que tu avances vite et tu me sembles avoir l'œil pour repérer les dates. Maintenant, le but serait de les trouver sur ton arbre généalogique. Qui est né ou décédé à ces dates ou leurs environs? Ou alors, à quels événements correspondent-ils? Mariage, accident? Il faudrait, si possible, connaître un peu plus la vie de ses ancêtres en particulier. Savoir s'il y a eu des chocs, des maladies ou des épisodes particulièrement douloureux. Je crois me souvenir que mamie Mathilde est morte en début d'année. Vois avec ta maman pour la date exacte. J'ai parlé des traumatismes, mais rappelle-toi qu'il y a aussi des qualités. Cherche à savoir de quel don tu as peut-être hérité. Je crois me rappeler que le prénom d'Isabelle vous vient d'un livre, dont j'ai vérifié le résumé. Le personnage avait un enfant handicapé. Tu as pensé à libérer Isabelle du schéma familial, mais Tony aussi pourrait être impacté par des problèmes de fertilité. Cela dit, je pense que tu as déjà dénoué ce problème pour la simple et bonne raison que tu as déjà 2 enfants. Mamie Mathilde n'en voulait qu'un et n'en a eu qu'un. Ta maman en voulait plusieurs, mais n'a réussi à avoir que 3. Toi, tu espérais surtout en avoir un, et comme je te l'ai dit, tu en as 2 en bonne santé. Tu es de nouveau enceinte de surcroît. En imaginant que tu n'avais pas entrepris ce travail, Isabelle aurait peut-être été amenée à avoir un enfant handicapé. Mais toutes les recherches que vous faites mettent en lumière les problématiques et permettent une prise de conscience collective. Personnellement, je suis persuadée que cela suffit pour me libérer des répétitions familiales. Concernant la place que j'occupe dans ta vie, je suis heureuse de te considérer comme la sœur que je n'ai jamais eue. Peut-être que tu ne m'as rien dit au sujet des fausses couches parce que tu me sentais débordée à l'époque et pas réceptive. Je n'ai pas vraiment d'hypothèse à ce sujet, malheureusement. Concernant le H de Tony, il y a des livres sur les prénoms transgénérationnels et l'auteur est persuadé qu'il n'y a jamais d'erreur. Cherche la symbolique de la lettre sur Internet pour voir si tu trouves une piste. Instinctivement, je serais tentée de penser qu'il lui est demandé de couper les liens toxiques de son arbre, comme s'il se servait d'une hache. Concernant les métiers, je crois qu'il y avait un projet de livre sur ce thème. À toi de vérifier.
mais je n'ai pas d'autres pistes à te suggérer. Si tu trouves pour les médecins, je veux bien l'info. Je pense avoir fait le tour de tout ce que tu m'as envoyé. On s'appelle demain si Dieu veut. Bisous, m'appelle. Ah oui, sympa l'idée de te mettre à la photo. Cela te donnera une activité de plus en commun avec ton mari chéri. Bisous. Gabrielle avait décidément une mémoire d'éléphant. Elle avait raison au sujet du roman. Isabelle, le personnage éponyme, avait un fils boiteux. Caroline réalise que c'est grâce à la question que sa fille lui a posée il y a 2 semaines qu'elle en est là aujourd'hui. Comment pourrait-elle qualifier cela? Une prémonition? Un 6e sens? Pierre avait peut-être raison de dire que leur fille n'avait pas de projet de maternité sur le feu. Mais elle, oui. C'est peut-être eux qui auraient eu à élever un enfant avec un handicap. Ou même pire. Elle serait peut-être morte après l'accouchement comme son ancêtre venu d'Inde. Le schéma familial aurait peut-être pu se répéter avec elle. Dieu soit loué. Elle espère sincèrement que connaître le passé de ses aïeux suffira à déjouer le sort. Bonjour, belle dame. Bonjour, mon cœur. Tu vois que ça ne va pas. Quoi? Tu t'es réveillée avant moi. C'est la preuve que tu es stressée. Je reconnais que je n'ai pas bien dormi cette nuit. J'ai une idée un peu folle à te proposer. Seigneur, un peu folle, tu dis? Ça commence mal. Pas si folle que ça, mais bon, je ne sais pas si tu accepteras. Caroline prend une profonde inspiration. Vas-y, je t'écoute. Et si tu laissais ton boulot? Pardon? Oui, démissionne. Tu as perdu la tête, toi? Réfléchis un instant, s'il te plaît. Cela fait un moment que tu te plains. Les conditions ne sont plus aussi bonnes à l'hôpital. Tu te prends parfois la tête avec les médecins. Tu te poses de plus en plus de questions sur les traitements que tu es obligé d'administrer à tes patients. Oui, tout ce que tu dis est juste. Cependant, je te rappelle que l'argent ne tombe pas du ciel. Tony part bientôt pour ses études. C'était pour gonfler ma fiche de paye que j'avais demandé ma mutation afin de recommencer à faire des nuits. Dernièrement, je n'ai pas accepté le poste à l'EHPAD parce que je perdais trop par rapport à mon salaire de l'hôpital. Je sais tout cela, ma chérie. Mais aujourd'hui, la configuration est différente. Cela vaut-il le coup de risquer ta vie et celle de notre enfant? C'est clair que présenté ainsi, il n'y a pas photo. Mais comment fera-t-on? Ce n'est pas possible. On trouvera un moyen. Je pourrais travailler davantage dans un premier temps. Je pourrais prendre des consultations le samedi. Caroline pousse un profond soupir et se blottit entre les bras de son mari. Tu ne peux pas tout assumer seule. Je ne veux pas que tu t'épuises non plus. Tu pourrais te reconvertir, le projet dont j'ai parlé à Tony. Tu pourrais trouver quelque chose pour t'inscrire dans cette dynamique. Nous aurions juste à nous serrer la ceinture quelque temps. Tu me vois reprendre des études maintenant? Enceinte? Avec, si tout se passe bien, un bébé qui pleurera la nuit dans quelques mois? Qui dit qu'il va pleurer? Tu n'en sais rien. Mon chéri, tous les bébés pleurent à un moment donné, soit parce qu'ils ont faim, soit ils ont besoin d'être changés. Je te rappelle que ce bébé sera de la nouvelle génération alpha, pas des X comme nous. Oui, et alors? Il sortira tout grand et autonome de mon ventre, peut-être. Je n'en sais rien, je ne suis pas devin. Chérie, je comprends que tu veuilles nous protéger, le bébé et moi, mais nous devons penser à notre famille tout entière. Tony et Isabelle ont besoin de nous, eux aussi. Je pourrais demander à mes parents de nous prêter de l'argent. C'est hors de question. Si nous étions vraiment en difficulté, au bord du gouffre, j'aurais peut-être accepté. Néanmoins, pour que je reste à la maison, c'est hors de question.
Ok, calme-toi, je cherche juste des solutions. Je suis très calme, j'ai juste refusé celle-ci. Tu sais, l'orgueil fait partie des 7 péchés capitaux. Ce n'est pas de l'orgueil. De la fierté alors? Je n'ai juste pas envie de solliciter tes parents, ni les miens d'ailleurs. Si dans 20 ans nos enfants ont des difficultés financières, ne voudrais-tu pas qu'ils nous en parlent? Devrons-nous les aider ou les laisser se débrouiller? Je te vois déjà venir avec tes gros sabots. Ce n'est pas la même chose. Ben voyons, dans un cas c'est possible, mais pas dans l'autre. Ma chérie, je vais devoir me préparer pour partir faire de l'argent. On laisse cette discussion pour mon retour ce soir. D'accord, mon cœur. Je pourrais devenir gros bonnet de drogue. Ou gigolo. Je pourrais me faire payer pour des prestations. Caroline lui lance son oreiller au visage. Je ne trouve pas cela drôle du tout. C'est ignoble ce que tu viens de dire. Si on ne peut plus rigoler, j'estime qu'il y a des sujets sur lesquels on ne devrait pas plaisanter. Je te demande pardon, mon trésor. Je ne voulais pas te fâcher. J'ai droit à un baiser? Va prendre ta douche. Je réfléchis à ta dernière question. Pierre lui envoie son oreiller en se levant du lit. Le sourire que lui rend Caroline lui réchauffe le cœur. Il la croyait véritablement contrariée. Visiblement, non. Elle lui joue la comédie. Toulouse, le 29 septembre 2002. Je me mordais de plus en plus les doigts de n'avoir pas fait ma demande de mutation l'an dernier. À notre retour de Grèce, j'avais eu droit au récit épouvantable de mes collègues présents le jour de la catastrophe. J'avais réalisé pleinement la chance que j'avais eue d'être en congé et de ne pas avoir eu à gérer cet afflux massif de blessés et leurs familles affolées. Je me demande aujourd'hui si tu aurais tenu le coup avec ce choc. J'étais à ma 19e semaine d'aménorrhée, donc les 3 premiers mois étaient passés, mais qui sait? Dieu merci, tu es là. J'avais alors envisagé de changer de service pour finir plus tranquillement ma grossesse. Dans le cas où je n'aurais pas trouvé de poste de suite, au moins pour mon retour de maternité, ça aurait pu être le cas. Malheureusement, je n'avais rien fait. Je m'étais souvent répété qu'il fallait que je fasse ma demande, mais les jours étaient passés et je n'avais finalement rien fait. 1 an plus tard, j'étais toujours aux urgences à courir dans tous les sens. Je sortais lessivée de chaque journée de travail. La situation était de nouveau tendue avec ton père. La calmie de nos vacances à Andorre n'avait pas duré longtemps. Ton père avait pris goût à la salle de sport. Alors qu'il n'y allait que 2 fois par semaine lors de son adhésion, il était passé à 4 séances hebdomadaires. Je me sentais de plus en plus seule pour tout gérer à la maison. J'étais épuisée par le travail et en plus je n'avais aucun soutien pour m'occuper de toi et du ménage. Je ne saurais dire pourquoi, mais tu pleurais souvent, très souvent. Je perdais pied. J'avais beau tourner la situation dans tous les sens, Yves et moi ne cessions de nous disputer sans arrêt. C'était infernal. Je n'avais plus vraiment de recours, car même Gabriel ne me prêtait pas son attention habituelle. Je me sentais désespérément seule. Je ne me cherche pas de circonstances atténuantes. Je veux juste te décrire le contexte dans lequel je me trouvais au moment où je croyais avoir trouvé la seule solution possible pour m'en sortir. Comme je vous l'ai expliqué depuis à ta sœur et toi, cela aurait été une erreur fatale. Aujourd'hui, nous ne serions plus là, toi et moi. Isabelle n'existerait pas non plus. Tout ce que nous avons construit par la suite avec Papou n'aurait jamais vu le jour. Je préfère que tu retiennes que le plus important est de s'accrocher quand la tempête souffle. Le soleil brille constamment depuis sa création. Quoique, je n'en sais fichtrement rien en vrai. Mais depuis que je suis née, il me semble qu'il brille toujours quelque part, même si je ne le vois pas. Il peut y avoir des nuages, la pluie, du vent,
Tous ces éléments peuvent altérer ma vision, mais dans les faits, il est là. Alors accroche-toi à cette idée et dis-toi que tout finira par s'arranger, même si tu dois affronter des zones de turbulence. Je trouve que la vie est belle et mérite d'être vécue, avec ses joies et ses peines. Je ne souhaite pas m'étendre sur cette journée. Je dirais juste que Papou est arrivé à temps. J'avais dérobé des médicaments dans la pharmacie du service avant de quitter la garde. Ce matin-là, tu faisais de la fièvre et je m'étais disputée avec ton père qui voulait malgré tout se rendre chez tes grands-parents pour le déjeuner. Pour abréger la dispute, je lui avais dit d'y aller sans nous et il était parti furieux. Lorsque Papou a sonné à la porte, j'avais déjà versé les 2 comprimés pilés dans ton biberon de jus et je m'apprêtais à écraser les miens. Il avait compris ma fatigue et m'avait proposé de prendre soin de toi pendant que j'irais dormir. À mon réveil, je t'avais trouvé endormi dans le creux de ses bras sur le canapé. Vous étiez vraiment adorable à regarder. Papou m'avait révélé son secret magique qui consistait à te masser les pieds avec de l'huile. Je dois avouer qu'à partir du moment où j'ai commencé à le faire, tu ne pleurais plus comme tu le faisais avant. Hasard, diront certains. Moi, je crois maintenant que non. Nous allions enfin prendre la meilleure direction pour nous. Toulouse, le 24 mars 2020. En écrivant le cahier de Tony, je prends conscience de l'importance de savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Si j'avais fait ma demande de mutation à l'époque, je n'aurais probablement pas été aussi fatiguée à cause du boulot. Ma relation avec Yves n'aurait peut-être pas pris ce virage. Je sais que je ne peux pas réécrire le passé. Par contre, mes choix d'aujourd'hui auront un impact sur ma vie future. Depuis que Pierre est dans ma vie, tout semble plus fluide. À peine installé chez lui, j'avais rapidement fait ma demande de mutation, obtenue le 5 mai. Voilà, 3 ans plus tard, à un jour près, nous passions devant le maire. Mes congés en septembre 2001 m'offraient l'opportunité de quitter les urgences, mais je n'ai pas saisi cette chance. Mes congés en décembre 2002 m'ont permis de quitter Yves et m'installer avec Pierre. Cette fois, j'avais sauté sur l'occasion. J'étais en congé lorsqu'Isabelle m'a fait replonger dans le passé. Ce n'est pas un hasard. Pierre a peut-être raison. C'est peut-être le moment de quitter mon boulot. Toulouse, le 25 décembre 2002. Ce jour, mon ange, restera à jamais gravé dans mon cœur. Pour la première fois, tu m'avais dit « Mama ». Ton père avait tenté de ternir ma joie en me disant que maman et mama étaient 2 choses différentes. Mais je m'en fichais. J'avais enfin pu entendre ce mot. Ce tout petit mot qui me rappelait pour quelle raison je m'étais tant battue. Tu étais là, mon trésor. Il y a tout de même une explication possible à l'attitude de ton père. Peut-être même plusieurs en fait. On parle souvent de l'intuition féminine, mais je ne vois pas pourquoi les hommes ne seraient pas dotés d'un 6e sens également. Après le 29 septembre, Papou avait encore une fois rempli son rôle de frère et de témoin de mariage. Il m'avait appelé le lendemain pour me demander la permission d'inviter ton père à prendre un verre après son travail. Il voulait discuter avec lui et comprendre pour quelles raisons nous nous disputions sans cesse. Le détail de l'histoire veut qu'il ait appelé à un moment où je tenais déjà les comprimés pour me diriger vers la cuisine. Son appel m'avait donné l'espoir que la situation s'améliore de nouveau, et j'avais remis la plaquette dans mon sac. Pour ne plus être tentée, le lendemain matin, je l'avais rangée dans l'armoire où je l'avais subtilisée. L'intervention de ton oncle avait porté ses fruits, car entre ton père et moi, le calme était revenu. Sexuellement, je n'étais toujours pas redevenue comme avant, mais j'accomplissais malgré tout mon devoir conjugal. Tu faisais tes nuits convenablement, et la paix était de retour.
Papou était en contact avec moi tous les jours pour s'assurer que tout allait bien entre ton père et moi. On s'appelait ou s'écrivait des messages. Son soutien m'apportait énormément de réconfort. Le 23 novembre, lorsqu'il nous a présenté Sandra à ton père et moi, j'ai senti que j'allais le perdre. C'est à ce moment que j'ai réalisé que j'avais des sentiments pour lui. L'inimaginable s'était produit. Comment pouvais-je éprouver quelque chose pour mon beau-frère? J'avais alors eu l'idée d'acheter un cadeau pour souhaiter la bienvenue à Sandra dans notre famille. C'était une façon symbolique pour moi de faire une croix sur une histoire qui me paraissait alors impossible à vivre. Le jour où je lui ai apporté le cadeau, le 6 décembre, je ne saurais te dire ce qu'il s'est passé, mais nous avons fait l'amour dans son bureau. Je m'étais sentie minable, monstrueuse, en dépit du plaisir retrouvé entre ses bras. J'avais couché avec le frère de mon mari. Je trouvais cet adultère pire que tout autre. Lorsque j'ai découvert 2 jours après qu'il avait rompu avec Sandra ce jour-là, j'ai cru qu'il s'était servi de moi pour effacer sa tristesse. Cela m'avait mise hors de moi. J'étais furieuse comme jamais. Je m'étais de nouveau rendue à son bureau pour lui cracher mon venin. C'est à ce moment qu'il m'avait avoué qu'il avait quitté Sandra après notre rapport sexuel, et non avant, comme je me l'étais imaginé. Il avait estimé qu'elle méritait un homme qui la respecte mieux qu'il ne l'avait fait en la trompant avec moi. Il m'avait aussi révélé qu'il était amoureux de moi depuis des années, et qu'il espérait enfin pouvoir tourner la page sur notre amour impossible avec Sandra. Son discours a eu l'effet d'une véritable déflagration en moi. Mes sentiments étaient réciproques. À partir de ce moment, j'avais véritablement commencé à envisager l'idée de quitter ton père. Le 23 décembre, j'avais rendu visite à Papou pour lui annoncer ma décision. Je lui avais demandé s'il envisageait un avenir pour nous 3. Lui se sentait prêt et m'avait donné un délai de 10 jours pour mûrir ma réflexion. Par moments, quand je me relis, je me rends compte que c'est un peu fouillis. Je te présente mes excuses, mon chéri. Mon esprit part dans plusieurs directions par moment, j'ai l'impression. Bref, j'évoquais les raisons pour lesquelles ton père avait essayé de m'énerver. La première hypothèse serait qu'il sentait que je l'avais trompé et qu'il voulait me le faire payer. La deuxième hypothèse serait que le 22 décembre, tu avais fait tes premiers pas seul dans le salon de Madeleine et Louis. Jusque-là, tu avais une frousse incroyable de marcher seul, alors que là, tu t'étais lancé comme un grand. C'était pourtant un point tel que quand on te lâchait une seule main, tu pleurais. Ce jour-là, tu étais visiblement décidé à t'émanciper, car tu avais également dit ton premier mot, « Papa ». Va savoir pourquoi, moi j'avais entendu « Paca ». Ton père s'était imaginé que j'avais dit cela par jalousie de voir que tu avais dit « papa » avant maman. Dieu seul sait à quel point cela n'avait pas d'importance à mes yeux. Tu aurais dit pipi, caca ou même voilà, que j'aurais été tout aussi fière de toi. Enfin, il paraît que l'on voit toujours chez l'autre ce qui existe chez nous. C'est la fameuse théorie de l'effet miroir en psychologie. J'espère pour ton père qu'il est guéri de sa jalousie. Bref, cela le regarde avec Sabrina. Ce n'est plus mon problème dorénavant. Je ne te ferai pas l'affront de te faire un laïus sur ce sujet. Je vois très bien comment tu agis avec ta petite sœur, tes amis, ainsi que Papou et moi. Je me sens fière d'avoir un fils tel que toi. Je pense que ce n'est pas mon amour pour toi qui m'aveugle, car j'ai vraiment le sentiment que tu es un jeune homme posé, réfléchi, affectueux, tout plein d'amour. Je souhaite juste que tu saches te préserver, afin de ne pas te laisser abuser par des gens qui voudraient profiter de tes merveilleuses qualités. Je pense que tu auras suffisamment de discernement pour savoir à quel moment dire stop si cela s'avère nécessaire. Martinique, le 24 mars 2020. Salut ma belle, comment vas-tu? Coucou Gabrielle, je vais bien et toi?
En pleine forme, grâce à Dieu. Je l'entends à ta voix, c'est merveilleux. N'est-ce pas? Moi, je laisse rayonner mon bonheur pour illuminer la planète entière. Sous-entendu que je devrais en faire de même? Toi-même, tu sais. J'y travaille. Tu es un merveilleux exemple à suivre. Tu auras beau avoir tous les exemples du monde, cela reste une décision et une volonté personnelle. C'est vrai, chacun avance à son propre rythme. Exactement. J'espère que mes notes ont pu t'aider un peu. Énormément. Je t'en remercie, ma chérie. D'ailleurs, j'ai un service à te demander, s'il te plaît. Si tu refuses, je ne t'en voudrai pas, c'est promis. Je t'écoute. Que puis-je faire pour t'être utile? Toulouse, le 24 mars 2020. Caroline est assise sur la véranda. Les rayons du soleil caressent sa peau. Elle voit un papillon jaune se poser sur la chaise en face d'elle. Ce n'est pas possible. Il doit être en train de la narguer. Elle était sortie sans l'appareil photo cette fois, et là, il était gentiment en train de prendre la pose. Vraiment n'importe quoi. Il s'envole au même instant. Elle le regarde s'en aller. Il faut savoir saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Elle lance sa recherche sur son téléphone. Martinique, le 24 mars 2020. Bonjour mamie Irène, comment vas-tu? Bonjour ma chérie, je vais doucement mais sûrement. Comment allez-vous mes petits et toi? Je vais bien mamie. Quant à eux, ils sont en pleine forme. Si je pouvais vendre de leur énergie, je serais multimillionnaire. J'espère que tu ne m'aurais pas fait payer, moi. Quand même, mamie, pas toi. Je n'en sais rien, moi. L'argent fait perdre la tête à certains. C'est vrai, malheureusement. Mamie, j'ai une question à te poser, s'il te plaît. Je me demande bien pourquoi je ne suis pas surprise. Tu le sais très bien. Tu ne cesses de dire que tu me connais comme si tu m'avais faite. Ce n'est pas pour moi cette fois. C'est au sujet de Caroline. Je me demandais si tu me poserais cette question avant ma mort. Depuis nos discussions il y a 2 ans, je me doutais que son tour viendrait. Ah oui? Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Tu ne m'avais encore jamais rien demandé. Je t'écoute maintenant. Toulouse, le 28 décembre 2002. Le jour de Noël, j'avais raconté mon aventure avec Papou à Gabriel. Aventure n'est pas le bon mot, mais liaison ne l'est pas non plus. Je trouve que parler d'histoire d'amour peut paraître choquant, dans la mesure où nous n'avions fait l'amour qu'une seule fois le 6 décembre. Néanmoins, ce serait le terme le plus juste, car je suis toujours réellement amoureuse de Pierre. Je devrais avoir honte de te le dire, mais je choisis d'assumer mes actes. Si cela avait été pour moi seule, j'aurais couché avec Papou à plusieurs reprises. Avec lui, j'éprouvais à nouveau le désir qui m'avait abandonné depuis de longs mois. Il se trouve que ton Papou a énormément de principes, et il avait refusé mes sollicitations. Il ne voulait pas trahir ton père de nouveau, et il voulait attendre que les choses soient claires entre nous. J'avais même failli briser notre relation en lui proposant une fois de rester amant. J'avais eu le sentiment ce jour-là qu'il était à 2 doigts de me secouer, mais il s'était maîtrisé. Pierre est vraiment un homme merveilleux, et je suis heureuse qu'il ait pu te transmettre toutes ces valeurs si chères à ses yeux. Il n'a jamais levé la main sur moi, ni sur vous d'ailleurs. Pas de cris, pas d'insultes non plus. Le respect avant tout. J'espère que ta sœur et toi saurez garder et retransmettre précieusement à vos enfants tout ce que l'on vous aura inculqué. Gabriel m'avait écouté raconter mon histoire, persuadé que je plaisantais. Des fois,
Je me demande comment elle a pu penser que je pouvais blaguer sur un sujet aussi grave. Nous étions le jour de Noël, pas le 1er avril. J'ai compris que c'était sa façon d'encaisser le choc de la surprise. C'est une amie extraordinaire. Elle n'avait porté aucun jugement. Elle m'avait juste dit qu'elle comprenait ma situation et que quelle que soit la décision que je prendrais, elle me soutiendrait. Quand j'y repense, elle m'a montré à l'époque plus d'amour et de soutien que ma propre famille. Tout le monde parle des liens du sang, mais parfois, tu peux trouver des étrangers qui agissent bien mieux avec toi que les tiens. Ce jour-là, j'avais décidé d'aller à la messe des innocents avec toi. Je n'avais pas mis les pieds dans une église depuis des années, mais j'éprouvais le besoin de me rapprocher de Dieu. Je voulais qu'il me guide dans cette épreuve. Papou et moi avons fait le choix de ne pas vous baptiser, ta sœur et toi, afin de vous laisser libre de prendre votre décision à l'âge adulte. J'ai été baptisée et j'ai fait mon catéchisme quand j'étais enfant. Tu as bien remarqué que je ne suis pas pratiquante, puisque nous ne fréquentons aucune église ou temple. Je crois en une force supérieure, un être divin, qui régit nos vies et l'univers. Je crois qu'il est toujours présent et en capacité de m'écouter où que je me trouve. Je pense que respecter tout ce qui m'entoure, tout ce qui relève de sa création, est bien plus important que de me rendre dans des monuments dépourvus d'âme. Cette messe est la seule à laquelle tu as assisté, et je suppose que tu n'en as gardé aucun souvenir. Je n'ai pas encore fait le lien, mais comme m'avait fait remarquer Isabelle, elle était censée naître le 28 décembre, 2 ans après cette messe. J'ai vérifié ton album photo et je me suis rendu compte que ta 3e échographie avait été faite le 28 décembre 2001. Quel événement se cache derrière cette date? Mystère, pour le moment. Martinique, le 24 mars 2020. Salut Caroline. Coucou Gabrielle. Déjà de retour? J'ai profité d'une accalmie, ma chère. Les enfants sont occupés par leur père. Bon. Mamie Irène va bien? Oh oui. Je pense qu'il vaut mieux que tu t'asseyes et que tu attaches ta ceinture. Ça risque de décoiffer. À ce point, tu me fais peur. Je crois que tu as la réponse à ton fameux 14 février. Waouh, c'est génial! Toulouse, le 24 mars 2020. Je suis sans voix. J'ai du mal à croire l'histoire que Gabrielle vient de me raconter. Mais cela colle tellement bien avec les dates que j'avais repérées. J'ai confiance en mamie Irène. Elle a toute sa tête et elle n'a aucune raison de vouloir me faire du mal sans raison. Seigneur, cela semble juste incroyable. Coucou là-dedans, comment vas-tu mon ange? Quelle journée, hein? Plus riche en rebondissements que ça, cela me semble difficile à faire. J'ai besoin de repos. Je crois que dormir me fera le plus grand bien. J'ai besoin de me déconnecter de la réalité un moment. Caroline pousse un profond soupir. Son cœur bat vite malgré elle. Sa discussion avec Gabrielle l'avait aidée à faire un pas de plus. Un bond gigantesque même. Après avoir rédigé ses notes dans son cahier rose, elle avait enchaîné sur sa lettre de démission. Elle avait trouvé la procédure sur Internet. Aucun texte ne fixait le délai dans lequel la demande devait être présentée avant la date de départ souhaitée. L'administration disposant d'1 mois pour lui donner la réponse, elle avait joué le tout pour le tout en donnant le 24 mars comme date de départ. Aujourd'hui. Elle verra ce soir avec Pierre s'il peut se rendre à l'hôpital dès demain pour leur remettre le courrier contre une décharge. Elle avait trouvé le courage de se lancer lorsque son ami lui avait rappelé que le prêt immobilier de leur maison se terminait en septembre. Elle avait vérifié leur contrat qui leur permettait de bénéficier d'un report de 6 mensualités pour une durée d'1 an. Elle avait fait ses prévisions budgétaires
Et si tout se passait bien pour Pierre, il n'aurait pas besoin de recourir au report. Plus que 6 mensualités et ils en auraient fini avec ce prêt. Si jamais la situation devenait tendue, ils n'auraient plus qu'à contacter leur banque. Caroline inspire profondément pour tenter d'apaiser son cœur. Elle est consciente de jouer gros en cet instant, mais elle sait au plus profond d'elle-même qu'elle prend la bonne décision. Gabrielle ne se rappelait même pas la merveilleuse phrase qu'elle lui avait dite le jour où elle lui avait annoncé sa grossesse. Le bonheur est la seule richesse dont l'humanité ait besoin. Caroline est sûre de faire le bon choix. Elle prend son portable pour sélectionner une playlist. Son regard est immédiatement attiré par une vidéo de soins libération des chaînes karmiques. Elle clique immédiatement sur le lien. Elle sait dorénavant que le hasard n'existe pas. Tu en penses quoi? Je ne sais pas quoi dire. Cela semble sensé tout de même. Oui, c'est sûr. Comme tu le dis si bien, Gabrielle et sa grand-mère t'aiment. Elles n'ont aucune raison valable d'inventer une histoire pareille. Bien sûr, mamie Irène a insisté sur le fait qu'il s'agissait de rumeurs et qu'elle n'a jamais eu de preuves. Tu connais l'expression, il n'y a pas de fumée sans feu. À bien regarder, ce n'est pas forcément vrai. Regarde ceux qui essaient de faire du feu à la télévision. Parfois, cela fume beaucoup, mais l'étincelle ne survient pas. En effet, dans le cas qui te concerne, je dois dire que je suis tentée de croire que c'est vrai. Ton rôle était de mettre cette histoire en lumière. J'en parle aux enfants au dîner alors. Tu ne préfères pas attendre d'en discuter avec ton père? Je ne sais pas si j'aurai le courage d'aborder ce sujet avec papa. Si jamais il a entendu parler de ces rumeurs, il doit en être affecté. Je ne veux pas lui infliger ça. C'est toi qui vois. Les enfants, j'ai quelque chose à vous dire. Que se passe-t-il? J'ai plusieurs annonces à vous faire. Je vais commencer par une qui devrait vous réjouir. Quoi, maman? Ton papa m'a suggéré ce matin de démissionner de mon poste. Bravo, maman! Merci, papa! Ça tombe bien. Je veux vous proposer d'utiliser l'épargne que vous avez mise de côté pour mes études. Je ne pense plus vouloir être infirmier. La proposition de Papou au sujet du centre de bien-être me plaît beaucoup, donc je veux rester ici. Waouh! Génial, Tony! C'est la fête ce soir, c'est super! Je suis contente de ton choix, mon chéri. Pour le moment, je pense que nous devrions pouvoir nous en sortir financièrement. Tati Gabrielle m'a fait remarquer que l'emprunt bancaire pour la maison se termine en septembre. Dans 6 mois, nous aurons cette traite en moins. Donc, nous pourrons souffler sur notre budget. Je te remercie de ta proposition tout de même. Je suis vraiment ravie que ma suggestion t'ait plu, mon grand. Nous allons réfléchir sérieusement à la concrétisation de ce projet maintenant. Je ne sais pas encore à quel poste, mais je suis des vôtres. Je n'ai pas encore envisagé ma reconversion, mais l'idée de travailler avec vous me plaît beaucoup. Pour le moment, tu as une grossesse à mener à son terme, maman. Tu auras ensuite à t'occuper du bébé. Et après, oui, tu pourras trouver ta place avec nous. Caroline sourit à son fils. Parfois, elle se demande lequel est le parent dans l'histoire. La maturité de Tony la sidère vraiment par moments. Bien, mon capitaine. C'est quoi l'autre nouvelle? Est-elle aussi bonne? Réfléchis un peu, Isabelle. Maman nous a dit une qui devrait vous réjouir. Je ne pense pas que la suivante soit bonne. Elle n'a pas non plus dit celle qui devrait vous réjouir. Par conséquent, cela reste ouvert comme hypothèse. Si vous me permettiez de parler, vous sauriez déjà. Écoutez attentivement votre maman, les enfants. C'est un sujet délicat tout de même. Ah, tu sais déjà, toi.
Chut, Isabelle. Caroline prend une profonde inspiration avant de se lancer. Toulouse, le 3 janvier 2003. Ce matin-là, j'avais attendu d'entendre le bruit de la serrure de la porte pour ouvrir mes yeux. Ton père m'avait embrassé sur le front avant de partir, mais j'avais fait semblant de dormir. Je ne voulais pas prolonger plus longtemps la comédie de l'épouse bien sous tout rapport. Je savais pertinemment que j'allais le quitter. Je ne voulais pas exagérer sur la dernière image qu'il aurait de moi. Les choses s'étaient découpillées à une vitesse et d'une façon extraordinaire. Ton père avait voulu me faire une surprise en demandant des récupérations pour passer ensemble mes derniers jours de congé. Ce n'était malheureusement pas une bonne nouvelle à mes yeux. J'avais véritablement décidé de le quitter, et depuis plusieurs jours, je faisais le tour de l'appartement pour faire la liste de ce que j'emporterais avec nous. J'étais tellement déterminée que j'avais demandé à Gabrielle si elle accepterait de nous héberger dans le cas où Papou aurait changé d'avis. Elle avait accepté. J'ai presque envie de dire évidemment. Gabrielle est une véritable bénédiction dans ma vie. Toujours présente pour m'encourager, me soutenir, me guider. Un véritable ange gardien. J'étais confiante car j'avais tout planifié. L'annonce de ton père mettait tout mon programme à l'eau. Il serait à la maison avec nous et je n'aurais aucun moyen de partir en catimini comme je l'avais envisagé. La situation se compliquait inéluctablement. J'en étais arrivée à me demander si ce n'était pas la réponse à mes prières. Dieu me disait qu'il fallait que je reste avec mon mari. J'en avais le cœur brisé. Ton père m'avait alors proposé de participer au déjeuner du Nouvel An chez tes grands-parents. L'idée de revoir Papou m'avait redonné une lueur d'espoir. Une petite étincelle brillait dans l'obscurité froide et brutale dans laquelle la surprise de ton père m'avait plongée. Lors du déjeuner, Madeleine avait fait un discours particulièrement touchant. Elle nous souhaitait de rester une famille unie et soudée. Je m'étais décomposée en entendant tous ces mots. Quel genre de monstre étais-je pour envisager de briser en 1000 morceaux sa famille? Je m'étais dit que je devais renoncer à mon idée, jusqu'à ce que je croise le regard de Papou. Ses yeux me hurlaient son amour. C'est à ce moment qu'avait eu lieu le miracle que je n'attendais même pas, que je n'aurais même jamais imaginé dans mes rêves les plus fous. Ta grand-mère avait demandé à Papou de les accompagner chez des amis, à Annecy, pour le week-end. Il était désolé de ne pouvoir les conduire, car il avait un planning chargé. J'avais sauté sur l'occasion en proposant Yves à sa place. Madeleine m'avait alors suggéré de nous joindre à l'expédition. Elle se disait que ses amis seraient heureux de te connaître et que c'était finalement une belle opportunité. Je dois avouer que je leur ai menti. J'avais pris comme excuse que j'avais un rendez-vous médical pris depuis des mois. Ton père et ta grand-mère avaient un peu insisté pour que je modifie la consultation. Mais j'avais tenu bon. J'avais en contrepartie mis en avant que j'étais ravie qu'Yves puisse leur faire plaisir. L'affaire avait été conclue. Ton père partirait le vendredi matin très tôt et rentrerait le dimanche en début de soirée. Intérieurement, je jubilais. La situation prenait finalement une tournure plus que favorable. En moins de 24 heures, le vent avait tourné à mon avantage. Aussitôt le départ de ton père, j'avais filé sous la douche. Je m'étais ensuite activée pour commencer nos valises et nos sacs. Pour ne pas attirer l'attention de ton père, je n'avais pas pris de carton. J'avais fait plus simple et discret en achetant des sacs poubelles. J'étais par contre hyper organisée, car j'avais prévu 2 coloris différents afin de différencier nos effets personnels. Toulouse, le 25 mars 2020. Quelle ironie du sort quand même! Je réalise aujourd'hui que j'ai utilisé des sacs poubelles pour mon déménagement. Papa était éboueur tout de même. C'est pourtant moi qui ai dû me coltiner le sale boulot.
J'ai encaissé l'humiliation et le rejet des miens pour mettre en lumière ce terrible secret de famille. Je veux bien croire que la vie est un jeu, un film, peu m'importe. Ce serait quand même bien plus simple si nous avions tous les règles ou le script avant, pardi. Martinique, le 25 mars 2020. Coucou Caroline, comment te sens-tu? Salut Gabriel, tu es tombée du lit? Je me suis levée pour aller aux toilettes et je ne sais pas trop, mais tu es venu à mon esprit. J'ai préféré t'appeler de suite pour m'assurer que tout allait bien. Tu as probablement ressenti que je pensais à toi. Que se passe-t-il? J'étais en train de râler intérieurement. La vie serait plus simple si on avait le mode d'emploi, non? Tu l'as eu, il me semble. Maintenant, tu veux dire. Depuis tout ce temps, je n'avais aucun moyen de savoir quelle direction prendre. Tu réalises? Je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. Tu as toujours su quelle direction choisir. Tu trouves? Caroline, tu as toujours écouté ton cœur et je pense que c'est la seule voie à suivre. Tu es restée à Toulouse par amour pour Yves. De cet amour est né Tony. Par amour pour Pierre, tu as quitté ton mari. De cet amour est née Isabelle. Aujourd'hui, par amour pour toi, ton bébé et ta famille, tu choisis de quitter un emploi qui ne te convenait plus depuis quelque temps déjà. C'est incroyable ça. Lorsque tu me parles, j'ai l'impression que tout est clair. Je pense que tu n'as pas encore le recul nécessaire sur ta vie pour réaliser que tu as su faire les bons choix au bon moment. Je suis à tes côtés depuis longtemps et c'est peut-être plus facile de voir de l'extérieur. Je tiens à te dire que je suis vraiment fière de toi, Caroline. Je t'ai vue évoluer durant toutes ces années. Je te trouve brillante, courageuse, tenace, généreuse, attentive aux besoins des tiens. Tu es merveilleuse. Je te trouve nettement plus à l'écoute qu'auparavant. Je suis fière d'être ton amie. Arrête, tu vas me faire pleurer. Pleure si ça peut te faire du bien. Je sais que tout ce que tu viens d'apprendre peut ne pas être facile à encaisser. Je tiens à te rappeler que tu ne dois surtout pas en vouloir à tes parents de t'avoir caché toutes ces informations. Ils pensaient bien faire. Il y a peut-être aussi le sentiment de honte. Reste dans l'amour et ne leur en veux pas, s'il te plaît. Qui sait, peut-être ne sont-ils pas au courant non plus. Caroline sanglote en entendant les mots de son amie. Elle sait qu'elle ne doit pas leur tenir rigueur. Par moments, elle a malgré tout envie de leur crier sa colère et son incompréhension. Pourquoi l'avait-il rejeté si jamais il connaissait le passé familial? Ma chérie, ne cherche pas à comprendre ce qui se passe dans la tête de tes parents. La seule et unique personne que tu peux vouloir analyser, c'est toi. Tu ne devrais même pas chercher à analyser tes enfants. Tu peux les guider et leur donner des pistes. Comme je te l'ai dit, la vue est plus claire de l'extérieur. Je t'encourage à retenir que tu ne peux sauver quelqu'un qui n'est pas prêt pour cela. Je dirais même mieux, tu ne peux sauver personne. Chacun est responsable de se soigner et de guérir de ses blessures et ses traumatismes. Par l'exemple, tu peux montrer le chemin. C'est la seule chose qu'il me semble juste et possible de faire. Caroline essuie ses larmes à l'aide de son t-shirt. Je te remercie, Gabriel. Tu n'as pas idée à quel point tu es précieuse dans ma vie. J'ai écrit dans le cahier de Tony que tu es un véritable ange gardien pour moi. De mon point de vue, nous le sommes tous les uns pour les autres. Encore faut-il pouvoir envisager que les moments difficiles qui arrivent dans nos vies sont simplement là pour nous conduire vers un nouveau chapitre de notre histoire. Regarde, si Yves ne t'avait pas trompé, les choses n'auraient peut-être pas pris cette tournure entre vous. Il fallait qu'il aille voir ailleurs pour te pousser à en avoir marre. Il fallait de cette dispute ce jour-là pour qu'il parle à Pierre afin qu'il vienne chez toi t'empêcher de commettre l'irréparable. Je te conseille de t'asseoir
et de revoir tous les enchaînements. Tu devrais pouvoir arriver à la même conclusion que moi. Tout était parfait. Tu aurais voulu avoir le script alors que tu n'aurais peut-être pas aussi bien joué ton rôle. D'ailleurs, ton script, je crois que tu l'as eu avant de naître. Tu l'as juste oublié, enfoui au plus profond de toi. Mais sois toujours assuré que tu fais les bons choix au bon moment. C'est l'essentiel. Même la maîtresse d'Yves, sous cet angle, apparaît comme ton ange gardien. Pense-y bien. Caroline pousse un profond soupir. Elle se sent nettement mieux, comme libérée d'un poids énorme. Je t'aime, Gabriel. Je te remercie d'être mon ami, et j'espère que je serai toujours digne de ta confiance et de ton amour. Je t'aime aussi, Caroline. Moi, je veux que tu te rappelles que même à 7000 kilomètres, je suis toujours disponible pour toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux me le demander. Si je ne peux rien faire pour toi, je te le dirai. Alors fais au moins la démarche de demander, s'il te plaît. Message bien reçu. Retourne au lit maintenant. Merci de m'avoir accordé tout ce temps. Je n'ai plus vraiment sommeil. Je pense que j'irai admirer le lever du jour. Voilà une bonne idée. Je t'embrasse, mon ange. Je te souhaite une douce journée. Merci, ma belle. À toi de même. Prends bien soin de toi. Cela dit, maintenant tu as tout le temps nécessaire pour... Clairement. Coucou là-dedans. Comment vas-tu, mon ange? Je suis vraiment désolée de pleurer autant. Je pense tout de même que toutes ces larmes nous font du bien à tous les deux. Je veux que tu saches que je t'aime. Tout comme ton papa, je m'engage à te protéger de mon mieux, aujourd'hui et à jamais. Toulouse, le 4 janvier 2003. Papou m'avait remis le double de ses clés la veille. Il était toujours d'accord pour que nous emménagions chez lui. J'avais ressenti un immense soulagement. J'aurais quitté ton père malgré tout. Lui, moi, toi, nous méritions tous mieux que le mariage dans lequel nous étions enfermés à ce moment-là. Je ne veux même pas chercher à imaginer quelle tournure aurait pu prendre notre histoire si j'étais restée avec ton père. Je préfère me concentrer sur les faits. Quitter ton père ce jour-là m'avait malgré tout déchiré le cœur. En franchissant la porte, je laissais derrière moi près de 7 années de mon existence. Ce n'était pas si facile de tourner la page, d'autant que je me doutais des difficultés qui allaient s'empresser d'apparaître sur notre route. Tu n'en es peut-être pas conscient, mais j'ai aussi fait ce choix pour toi. Quand je regarde le jeune homme que tu es aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Heureusement que j'avais eu le témoignage de Gabriel pour prendre cette décision. La plupart des gens sont persuadés qu'il vaut mieux rester en couple pour les enfants, et ce, même si rien ne va plus. Aujourd'hui, certains psychologues prétendent pourtant tout le contraire. Si j'étais restée avec ton père, tu aurais pu enregistrer que l'amour fait mal, et que vivre en couple n'était pas épanouissant, voire dangereux. En grandissant avec Papou et moi, tu as eu une vision différente. Tu sais que l'amour se construit chaque jour dans la bienveillance, le respect, l'honnêteté et le partage. Si je t'avais senti malheureux, j'aurais peut-être regretté. Mais il se trouve que tu t'es adapté chez ton oncle merveilleusement vite et bien. Ce soir-là, lorsque nous étions arrivés chez lui, il avait déjà aménagé ta chambre. Il avait tout prévu pour que tu te sentes bien. Au moment de te mettre au lit, il était venu avec moi. Il t'avait massé tes petits pieds pendant que je t'expliquais pour la énième fois que nous ne vivions plus avec ton papa. Tu avais probablement compris, car étrangement, tu n'as plus dit le mot papa. Quelques jours après notre installation, tu nous avais sorti un nouveau mot, surgi de nulle part. Dieu seul sait d'où est venu le surnom de Pierre.
Je suis heureuse de te voir te comporter ainsi avec lui. Il n'est peut-être pas ton géniteur, mais il a véritablement joué un rôle de père pour toi. Il a tenu jusqu'à maintenant la promesse qu'il m'avait faite le 23 décembre 2002. Il aurait été ton père sur le plan biologique, qu'il ne t'en aurait pas aimé davantage, je pense. Je conclurai en disant que tout est bien qui finit bien. Tu as maintenant un papa et un papou. Yves a enfin repris sa place dans ta vie après toutes ces années d'absence et de mutisme. Tu as su lui montrer la maturité qui te caractérise en lui pardonnant le fait de t'avoir ignoré durant ces longues années. Comme je l'ai dit à ta sœur, tu peux te référer à tes albums photos et ton carnet de santé pour le reste des faits marquants de ton histoire. Je t'aime, mon ange. Merci de m'avoir fait ce précieux cadeau de m'avoir choisi comme maman. Ta venue m'a poussé à faire des choix, en tenant compte de ton bonheur et du mien. Ta sœur et toi êtes des cadeaux inestimables à mes yeux. Vous me poussez chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même. Je compte sur ta douceur pour m'aider à me recadrer et me permettre de rester dans l'air du temps. Papou me fait déjà remarquer que nous devrons faire attention pour ne pas être largués par le bébé. Il me tanne avec sa génération alpha alors que nous sommes les vieux croutons de la génération X. Je reste confiante. Si Dieu nous a offert ce bébé, c'est parce qu'il nous croit à la hauteur. Moi, j'ai confiance en ta sœur et toi pour nous aider à réussir cette mission. Voilà, mon chéri. Merci d'exister. Je t'aime. Toulouse, le 25 mars 2020. Bonjour papa, comment te sens-tu? Bonjour Caroline, ni plus ni moins que d'habitude. Comment vis-tu le confinement? Ça ne change pas grand-chose pour moi. Je vis de la même manière. C'est pour la messe que ça fera une différence. Mais mis à part ça... D'accord, papa. Tout le monde va bien de ton côté? Oui, tout va pour le mieux pour nous tous. Tant mieux. Je te passe ta mère. Merci, papa. Prends soin de toi. Caroline pousse un soupir. Toujours aussi peu bavard. Certaines personnes ne sont peut-être pas supposées changer. C'est aussi une forme de challenge. Aimer l'autre avec ses qualités et ses défauts. L'amour toujours, malgré tout. Bonjour ma chérie, comment allez-vous? Bonjour maman, tout va pour le mieux pour nous ici. Comment vas-tu, toi? Rien de particulier à signaler. Mes genoux ont décidé de me faire la misère ces temps-ci, mais à part eux, tout va bien. Je t'avais conseillé de faire des infusions de curcuma. Je t'avoue que je n'y pense pas. Je ne pense pas que cela puisse m'apporter un quelconque soulagement. Comment peux-tu le savoir si tu n'essaies même pas? Il me faudrait aller dans le jardin. Je ne sais pas si j'ai envie de fouiller la terre maintenant. Caroline retient de justesse les mots qui voulaient franchir le seuil de ses lèvres. Elle n'a pas pour mission de sauver sa mère. Elle doit la laisser avec ses contradictions. Si un jour cela lui pose problème, elle trouvera une solution pour s'en sortir. Ce comportement était typique de Victoire. Elle trouvait avec aisance un problème à chaque solution. Maman, je n'ai pas voulu me montrer trop insistante. As-tu montré les vidéos à papa? J'aurais voulu te dire que je m'étais trompée, mais je connais ton père. Je te l'avais déjà dit. Ce n'est pas grave, maman. Caroline marque un temps d'arrêt. Elle se demande si elle doit relancer sa mère sur la liste de questions qu'elle lui a envoyées la semaine dernière. Maman, en écrivant les cahiers pour Tony et Isabelle, je me suis rendu compte que certaines dates se répétaient vraiment souvent, notamment le 3 et le 5 janvier. Et Gabriel m'a fait remarquer que mamie Mathilde était décédée en début d'année. Te rappelles-tu la date de sa mort, s'il te plaît? Le 4 janvier 1983. Je me rappelle que cela m'avait intriguée le jour où j'avais reçu ton faire-part de naissance.
Tu y avais pensé ce jour-là déjà? Oui, je ne sais pas trop pourquoi. Isabelle est née le 5, mais j'y avais pensé. Gabi a vraiment une très bonne mémoire. On dirait qu'elle connaît ta vie mieux que toi. C'est drôle, en effet. Je me demande si je me serais rappelé de tout si j'avais eu une sœur. En fait, si, je raconte des bêtises. Je me rappelle de plein de souvenirs qui concernent Gabrielle. Cela me fait bizarre de ne plus t'entendre l'appeler Gabi. Ma langue fourche encore quelquefois. Cela dit, depuis qu'elle m'a demandé de l'appeler par son prénom, je m'applique à lui faire plaisir. D'autant plus qu'elle m'appelle Caroline en retour, et non plus Caro. D'où me vient mon prénom, au fait? Vous l'avez choisi ensemble, papa et toi? Pas du tout. C'est ton père qui a choisi ton prénom. Ah, ok. Quel prénom avait-il prévu s'il s'agissait d'un garçon? Je ne me souviens plus. Il faudrait que tu lui demandes toi-même. Je verrai ça une prochaine fois alors. Une autre date revient aussi souvent. C'est d'ailleurs à cette date qu'Isabelle devait naître. Le 28 décembre t'évoque-t-il quelque chose? Victoire sent son souffle se couper. Décidément. Papa est mort le 27 décembre 1973. Tu avais tout juste 5 mois et 10 jours. Je suis désolée, maman. Je suppose que cela avait dû te faire un choc. Il était malade? Quel âge avait-il? Il avait 63 ans. Il s'est effondré au travail. Arrêt cardiaque ou accident vasculaire cérébral, je pense. Nous n'avions rien vu venir. Je suis vraiment désolée, maman. Caroline se mord les lèvres. Elle a ferré son poisson. Sa maman répond à ses questions sans sourciller. Doit-elle creuser encore ou lui donner un répit et revenir un autre jour à la charge? Maman, je ne te pose pas toutes ces questions pour te faire de la peine. Je sais, je comprends maintenant. Si tu veux, je peux te faire des photos du livret de famille de mes parents. Je veux bien, maman, je te remercie. Je crois avoir vu celui des parents de ton père une fois. Si jamais je le retrouve, ce serait vraiment chouette, maman. Merci. Je t'en prie, ma chérie. Si je peux aider mes petits-enfants à être heureux, ma chérie, je vais t'appeler demain si Dieu veut. Je vais voir ce que fait ton père. Je vous embrasse tous très fort. Je te remercie pour ton aide, maman. Merci du fond du cœur. Je t'aime. Moi aussi. À demain si Dieu veut. Toulouse, le 25 mars 2020. Les pièces du puzzle se mettent progressivement en place. Ma discussion avec maman vient de résoudre l'énigme du 28 décembre. Son papa est décédé de façon soudaine à son travail, le 27 décembre 1973. Elle pense à un problème cardiaque ou cérébral. J'avais 5 mois et 10 jours. Mamie Mathilde est morte le 4 janvier 1983. J'avais 9 ans et demi, comme disent les enfants. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu mamie malade. Je ne sais pas de quoi elle est morte. Je n'ai pas voulu insister de trop auprès de maman. Je fais en sorte de respecter son rythme. J'ai l'impression qu'en amenant les sujets avec davantage de douceur, elle se livre davantage. Je pense que l'intervention de Gabrielle a vraiment joué un rôle décisif dans son attitude. Je vais devoir user de patience. Je pense qu'avec le temps, elle acceptera de me donner d'autres informations. Sacré défi pour moi, dis donc. Je suis surpris. Pourquoi? Je découvre que j'ai eu plus de chance que mon frère. De quoi parles-tu? Tu as su rester une cochonne pendant la grossesse d'Isabelle, et même après. Caroline éclate de rire. Pierre n'en ratait pas une. Je dois reconnaître que j'ai failli prendre une mauvaise direction il y a 3 ans.
Quand j'ai changé de service, la fatigue commençait à avoir raison de mon désir. Je l'avais constaté, mais je ne voulais pas te prendre la tête. Je me doutais que le changement de rythme était difficile pour toi. Heureusement que Gabrielle nous a fait ce beau cadeau pour notre anniversaire de mariage. Elle a ravivé la flamme entre nous. Ta flamme à toi, la mienne est toujours au maximum pour toi. Caroline sourit à son mari. Elle commence à voir l'étincelle briller dans ses yeux. Par contre, je vais faire le jaloux. Pourquoi donc? Je n'ai jamais eu droit à une sortie où tu es sans sous-vêtements. L'idée m'excite terriblement. Tu n'es pas sérieux. J'avais 24 ans à l'époque. J'en ai presque le double maintenant. Alors quoi? C'est quoi l'explication? Je n'ai plus l'âge de faire ce genre de folie. Tu recommences avec ton histoire d'âge. Je crois qu'il va falloir que je trouve un moyen de te corriger. Je refuse de croire que tu es sérieux. Tu as de la chance qu'on soit en confinement. Dès ce soir, on aurait réglé ça. Tu racontes n'importe quoi. Mis à part tes bêtises, je peux avoir droit à une critique constructive, s'il te plaît? Je tiens tout d'abord à te féliciter, ma chérie. Tu as commencé à écrire ces cahiers le 15 et nous sommes le 25. Chapeau bas. Ce n'est pas un exploit en soi. Je n'ai rien à faire de mes journées. Tes parents non plus, et c'est à peine si tu réussis à glaner 2 ou 3 informations. Tu as raison. Sois fier de toi, mon cœur. Tu as la volonté de faire ce qui est juste pour nos enfants, quitte à te dévoiler entièrement. Tu ne cherches pas à donner l'illusion de ce que tu n'es pas. Et dorénavant, nos enfants sauront à quel point leur maman est une cochonne. Caroline éclate de rire à nouveau. Arrête, Pierre. Tu sais très bien que dans ma bouche, ce mot est un compliment. J'aime ma femme sous tous ses aspects. Tu es une mère merveilleuse et remarquable. Tu es une femme respectable et bourrée de qualités. Tu es une parfaite maîtresse de maison et une excellente cuisinière. Tu sais être une cochonne avec moi au lit. Je suis un homme comblé. Pourquoi crois-tu que je t'aime tant? Je croyais qu'il n'y avait pas d'explication au fait que tu m'aimes. C'est vrai, je t'aime parce que je t'aime. Mais toutes tes qualités ne peuvent que me faire te désirer malgré moi. Je n'ai aucune raison valable de chercher ailleurs. J'ai tout ce qu'il me faut avec toi. Cela ne veut pas dire que tu es parfaite, car tu as encore quelques défauts. Malgré tout, je trouve que tu as beaucoup évolué depuis la maladie de ton père. Je te trouve métamorphosée. Néanmoins, tu restes parfaitement parfaite pour moi. Caroline regarde son époux. Elle comprend clairement son discours. Elle n'a Dieu que pour lui depuis ces longues années. Pierre est un homme aimant, attentionné, compréhensif, respectueux. La liste de ses qualités pourrait être longue. Elle n'arrive même pas à lui trouver de défaut. Elle avait trouvé le bon numéro. Quant au sexe, elle se sent totalement épanouie dans ses bras. Son passage à vide n'avait pas duré trop longtemps, heureusement. Le rêve continue pour eux depuis 17 longues années déjà. Mais ils avaient payé le prix fort pour goûter à ce bonheur. Dépose-moi ce cahier, s'il te plaît. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Attends un peu voir. Tu aimes la cochonne? Tu vas être servi. Toulouse, le 27 mars 2020. Coucou là-dedans. Comment vas-tu, mon ange? J'imagine ton sourire lorsque tu liras ce cahier. J'aimerais pouvoir dire que c'est mon idée, mais c'est ta grande sœur qui m'a suggéré hier soir de te faire ton mémoire. J'ai trouvé son idée excellente, alors je me lance dès maintenant.
Je n'aurais pas à trifouiller ma mémoire comme je l'ai fait ces derniers jours pour écrire le sien et celui de Tony. Commençons par le commencement. J'ai découvert que j'étais enceinte de toi ce lundi 16 mars. Cela faisait plusieurs jours que je me sentais épuisée, alors que j'étais en congé annuel. Plus je dormais et plus j'étais fatiguée. Ton père, ton frère et ta sœur étaient tous inquiets à mon sujet. Pour remettre les choses dans leur contexte, la planète entière vit actuellement une crise sanitaire avec la pandémie liée au virus SARS-CoV-2. Je suis infirmière et je devais regagner mon poste à l'hôpital le 16 mars, justement. Ils avaient tellement insisté pour que je consulte le médecin que j'avais fini par céder. Le vendredi 13, je m'étais rendue chez Laurent, notre médecin traitant. Je l'avais connu à l'époque où il était interne et nous avions sympathisé. Il est hyper rigoureux et c'est grâce à cela que nous avons su que tu étais là. Si Dieu le veut, je fêterai mes 47 ans le 17 juillet prochain. Je prenais la pilule et j'étais en préménopause. Il m'arrivait parfois de ne pas avoir mes règles ou alors que le flux soit moindre qu'auparavant. Je n'avais donc prêté aucune attention au fait que j'avais un retard d'une journée. Laurent m'avait prescrit un bilan sanguin complet, avec un dosage hormonal pour s'assurer d'une éventuelle grossesse. Il m'avait également prescrit le test nasal de dépistage de ce virus. J'ai réalisé tous les examens en sortant de son cabinet. Je n'arrivais pas vraiment à imaginer que je puisse être enceinte à mon âge. J'en avais parlé avec ton père, qui refusait de se prendre la tête devant une simple hypothèse. Ce soir-là, la sérénité était revenue à la maison, parce que Laurent avait accepté de me faire un arrêt maladie pour 10 jours. Je dois avouer que moi aussi, je me sentais plus légère. Ce virus semble parfaitement comprendre la notion d'égalité. Jeunes, vieux, riches, pauvres, personnalités célèbres ou inconnues, il tue tout le monde, y compris les personnels soignants. Je dois reconnaître que rester au chaud à la maison me rassurait énormément. Lorsque j'ai récupéré les résultats ce fameux lundi 16, j'ai eu le sentiment que le ciel me tombait sur la tête. Je ne m'étais absolument pas préparée à ta venue. J'avais longtemps espéré, désiré et attendu Tony. J'avais espéré et désiré Isabelle, qui ne s'était pas faite prier longtemps. Entre les deux, j'avais perdu un bébé que je n'avais ni espéré ni désiré et pour lequel j'avais même été soulagée qu'il s'en aille. J'avais ensuite perdu un bébé que j'avais désiré et pour lequel je m'étais sentie peinée par son départ. Ta venue était spéciale, mais en dépit du choc, il était hors de question pour nous d'envisager d'y mettre un terme. Quand je dis nous, c'est nous tous. Ton père a été le premier que j'ai mis au courant, et il m'a tout de suite rassurée. Pour lui, c'était une évidence que nous arriverions à prendre soin de toi et t'accueillir dans notre famille. Il se fichait totalement de notre âge. Ton frère et ta sœur, informés juste après, t'ont adopté aussitôt. J'ai ensuite appelé Gabrielle, mon amie d'enfance, ma sœur de cœur. Elle a exprimé sa joie devant la nouvelle et m'a incité à l'annoncer à mes parents. Je prenais jusque-là le parti de les informer après le 3e mois, quand le risque de fausse couche était moindre. J'ai suivi son conseil, et tes grands-parents, Victoire et Honoré, ont été les suivants sur la liste. Tout le monde était heureux de ta venue surprise et accueillait la nouvelle avec joie. L'angoisse que j'avais ressentie en voyant le résultat disparaissait progressivement devant l'enthousiasme des miens. Je me sentais épaulée et soutenue, et je dois reconnaître que cela m'a aidé à me détendre et à occulter les risques liés à mon âge. Je crois que tout mon stress s'est envolé le soir même, grâce à la jolie surprise que ton père m'a faite. Il m'avait demandé de patienter un instant dans le salon. Quand j'avais enfin eu accès à la chambre, j'avais été émue. Il avait allumé des bougies sur nos tables de chevet et dans la salle de bain où il avait fait couler un bain.
Il avait préparé une sélection musicale qui rajoutait une atmosphère particulière à sa mise en scène. Nous avons pris notre bain ensemble et ensuite nous avons fait quelques pas de danse dans notre chambre avant de nous mettre au lit. Ton père a su trouver les mots pour me rassurer sur notre avenir. Je sais que je peux lui faire confiance, car cela fait déjà 17 ans que je le vois à l'œuvre. Aujourd'hui, je crois que le hasard n'existe pas. Tu es arrivé dans nos vies sans crier gare, mais tu es arrivé lorsque je remontais le film de mon passé. Je vais te démontrer rapidement à quel point le hasard fait bien les choses. Quand tu seras là, j'espère pouvoir t'aider à ouvrir les yeux plus rapidement que je n'ai ouvert les miens. Le premier exemple que je peux te donner est que nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 mars 2020. Je commence ce cahier sur les recommandations d'Isabelle. Or, j'ai découvert l'arrivée de ta sœur le 28 mars 2004 en l'absence de mes règles. Le deuxième exemple est que l'idée des cahiers m'est venue pour Tony et elle le 13 mars. Le mercredi 11, ta sœur avait déboulé dans la cuisine comme une balle perdue pour me poser une question. Elle souhaitait savoir à quel moment j'étais tombée amoureuse de son père, votre père. Je lui avais pourtant déjà expliqué que j'étais mariée avec son oncle à l'époque. Et oui, j'ai été mariée une première fois avec Yves, le père de Tony, votre oncle à Isabelle et toi. Je ne saurais dire pourquoi, mais ce soir-là, j'ai profité que nous étions toutes les deux seules pour tout lui raconter en détail. Ton père et ton frère étaient à Montréal depuis le 2 mars pour préparer le départ de Tony après le baccalauréat. J'ai malgré tout hésité avant de lui avouer mon secret. Sachant l'ampleur que cela prend chez les jeunes actuellement, j'avais pris sur moi afin de lui révéler que j'avais failli mettre fin à mes jours le 29 septembre 2002. J'avais même pensé entraîner Tony avec moi dans mon délire. Au retour de ton père le lendemain, je lui avais également raconté mon secret, ainsi qu'à Tony. Ton frère m'ayant fait remarquer que j'avais tout raconté en détail à ta sœur et non à lui, j'ai eu l'idée de leur écrire des cahiers. Je les ai donc achetés le jour où j'ai fait la prise de sang qui allait m'annoncer ta venue. Le dernier exemple n'est pas le moindre. Mes dernières règles sont arrivées le 14 février dernier. C'est donc cette date qui servira de repère pour prévoir la date de ta naissance. Je m'y connais un petit peu avec le temps et je pense pouvoir procéder au calcul. Pour un cycle de 28 jours, l'ovulation a eu lieu le 27 février, qui correspond à la veille de mon dernier jour de travail à l'hôpital. La fécondation a théoriquement eu lieu ce jour-là ou le lendemain. La nidation devrait avoir eu lieu 7 à 10 jours plus tard, donc entre le 5 et le 9 mars environ. Tu devrais donc naître vers le 20 novembre. L'histoire veut que j'ai réalisé que j'éprouvais des sentiments pour ton père le 23 novembre 2002, lorsqu'il nous avait présenté, à ton oncle et moi, sa splendide petite amie Sandra. Alors que je me résignais à l'idée de le voir heureux avec une autre femme que moi, je lui avais rendu visite à son bureau, le 6 décembre, et nous avions finalement fait l'amour pour la première fois. Nous nous étions avoués nos sentiments 3 jours plus tard, et c'est à partir de cet instant que j'avais commencé à envisager l'idée de quitter son frère. Tu devrais donc naître 18 ans après cette prise de conscience qui marque le début de notre histoire. L'exemple ne s'arrête pas là. En écrivant les cahiers de Tony et Isabelle, je me suis rendu compte que certaines dates étaient récurrentes dans ma vie. La date qui revient le plus fréquemment est le 14 février. Je me suis mariée avec Yves, ton oncle, en 1998. En 1999, j'ai arrêté de prendre ma pilule. En 2002, Tony était enfin arrivé. En 2003, j'ai fait ma première fausse couche en ne sachant pas qui était le père entre Yves et Pierre. En 2004, j'ai arrêté de prendre ma pilule. À 6 reprises, cette date marque donc ma vie. Mais il y a 3 jours, j'ai découvert un secret. Le 24 mars 2020,
restera une journée inoubliable dorénavant. Mamie Irène, la grand-mère de Gabriel, lui a raconté les rumeurs de l'époque au sujet de mes grands-parents paternels. Mon père s'est retrouvé orphelin très jeune et il a été élevé par Claude, son oncle. L'histoire voudrait que Laurent, mon grand-père, ait rencontré son épouse à la fin de la Première Guerre mondiale. Il se serait marié avec Marie-Charlotte contre le gré de ses parents. Mais elle était majeure et s'était enfuie en Martinique avec son mari. Les années passaient sans que le couple ne parvienne à avoir d'enfants. Le miracle avait finalement eu lieu près de 20 ans après le mariage. Honoré, mon papa, est né le 16 juin 1938. La rumeur disait à l'époque que Lolo était stérile et que cet enfant n'était pas le sien. Je trouve le sort bien ironique de donner un tel surnom à quelqu'un qui aurait des problèmes de fertilité. La rumeur disait que mon père serait en réalité le fils de Claude, son oncle. Je suis tentée de croire la rumeur, car son surnom était Valentin. Il paraît que c'était un amateur de femmes et qu'il tirait sur tout ce qui bougeait. Mamie Irène a dit à Gabriel que son comportement avait changé du jour au lendemain quand il avait recueilli mon papa. Ma grand-mère, Marie-Charlotte, a été retrouvée morte un matin de la fête Saint-Michel. Les gens avaient dit qu'elle avait perdu la tête après le décès de son mari et qu'elle s'était suicidée. Or, j'ai pensé me suicider à la date anniversaire de sa mort. Si je croyais encore au hasard, je n'aurais pas fait le lien, ou je n'aurais pas voulu croire cette histoire. Il se trouve que j'ai une confiance absolue en Gabriel et en sa grand-mère par conséquent. Ensuite, connaissant ma propre histoire, je trouve difficile de ne pas voir que j'ai rejoué la tragédie familiale sous une forme légèrement différente. Heureusement pour moi, l'amour a triomphé de la pression sociale et du qu'en dira-t-on. Ce même 24 mars, j'ai rédigé ma lettre de démission de l'hôpital et ton père l'a déposée le lendemain. Nous avons décidé tous ensemble que notre santé à tous était prioritaire sur l'aspect financier. En cas de difficulté, ton frère nous a proposé d'utiliser l'argent que nous avions épargné pour ses études. Mon ange, tu n'étais peut-être ni attendu, ni espéré, mais dès l'instant où nous avons découvert ton existence, tu as été désiré et accueilli comme un membre à part entière de notre famille. La famille que j'ai fondée avec ton père et que nous construisons jour après jour est basée sur le respect et la confiance. Nous discutons de tous les sujets ensemble. Nous affrontons les joies, les peines, les problèmes, main dans la main. Nous cherchons des solutions ensemble et nous veillons les uns sur les autres. Pour être honnête, cela n'a pas toujours été le cas, mais la maladie de papa nous a tous rapprochés il y a 2 ans. Voici aujourd'hui la famille qui souhaite de tout son cœur que tu t'accroches et que tu viennes gonfler nos rangs. Nous attendrons dorénavant patiemment de pouvoir te serrer dans nos bras. Caroline relit le petit cahier jaune du bébé. Elle réalise tout le chemin parcouru ces dernières années. L'annonce du cancer de la prostate de son père en mars 2018 avait effectivement chamboulé sa vie. Elle s'était alors beaucoup remise en question. Elle avait eu à cœur d'améliorer les relations avec les siens. La vie pouvait être courte et il lui fallait apprendre à se concentrer sur les choses essentielles. Sa famille était son trésor le plus précieux. Caroline sourit. Elle s'était fait la remarque qu'elle avait tiré le bon numéro avec Pierre. Elle avait fait sa prise de sang un vendredi 13. Ce bébé est certainement le numéro complémentaire. Grâce à Isabelle, elle a probablement modifié le cours du destin. Il lui manque encore de nombreuses pièces à son puzzle, mais elle est certaine d'avoir trouvé les éléments nécessaires pour l'étape qu'elle vit actuellement. La suite viendra en temps et en heure. Caroline referme le cahier. Pierre avait finalement choisi le rouge pour retranscrire leur histoire d'amour.
Il lui avait conseillé de garder le verre pour se mettre à l'écriture. Il trouve qu'elle a du potentiel et qu'elle avait amélioré ses récits au fil du temps. Il estime qu'elle dispose d'un atout essentiel pour devenir une excellente romancière. Une imagination fertile et débordante. Il pense qu'elle devrait apprendre à exploiter ce don et en faire profiter les autres. Elle a dorénavant tout le temps nécessaire pour laisser vagabonder son esprit librement. Il lui avait même cherché des concours d'écriture. Il avait trouvé un appel à manuscrit sur le thème du développement personnel. Cependant, elle ne se sent pas encore la force et le courage d'écrire son autobiographie. Caroline assume parfaitement tous ses choix, mais elle sait qu'elle n'est pas la seule impliquée dans son histoire. Ce serait mettre toute sa famille sous les feux des projecteurs. Elle tient à préserver les siens, notamment ses parents, de toute exposition médiatique. Par contre, elle se risquerait bien à la science-fiction. Elle aimerait bien écrire le monde merveilleux dont elle rêve aujourd'hui pour elle et les siens. Caroline lève les yeux vers le ciel bleu, parsemé de quelques nuages blancs. Le confinement avait réussi à faire en peu de temps ce que les dirigeants politiques n'arrivaient pas à mettre en œuvre pour le bien de la planète et de l'humanité entière. Elle avait été bouleversée en voyant les images récentes de Venise. La nature semblait doucement récupérer des dégâts causés par les humains. Si seulement cela pouvait durer ainsi. La fin du monde est peut-être en train de s'écrire maintenant, grâce à cette pandémie. Caroline prend une profonde inspiration avant d'ouvrir son petit cahier vert, stylo en main.